Dans un monde où l'innocence s'efface à pas de géant, plongé au cœur d'une enquête inquiétante. L'hypersexualisation des enfants, un phénomène alarmant qui menace leur épanouissement. Découvrez les chiffres, les causes et les conséquences de cette tendance troublante qui a déjà touché 2 générations. Restez avec nous pour comprendre comment le système éducatif, les médias et les réseaux sociaux influencent nocivement les jeunes. C'est un cri d'alarme, un devoir moral face à cette perte de conscience collective et illusion de liberté. Bonjour. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'un sujet criant qui touche notre société, celui de l'hypersexualisation. Sauf que, mesdames et messieurs, ce phénomène a dépassé nos simples écrans et envahi la sphère de nos enfants en les exposant à une sexualisation précoce. Des rapports officiels affirment que cela entraînerait des dégâts psychologiques irréversibles pour une très large majorité. Je vais vous laisser le temps de l'émission pour y réfléchir. Mais selon vous, à partir de quel âge les jeunes filles se trouvent confrontées à des messages sexualisés? Vous allez être très clairement surpris. Alors, s'il y a bien un endroit où l'hypersexualisation est présente, c'est bien les réseaux. Entre les filtres et les photos sexy, il devient difficile pour les jeunes d'avoir une vision saine des standards de beauté. Si Instagram crée déjà beaucoup de dégâts, ce n'est rien comparé à TikTok. Et la raison est simple. Il suffit d'aller faire un tour sur ce réseau social pour s'apercevoir que les vidéos sexualisées sont omniprésentes. On y voit par exemple des jeunes filles en train d'effectuer des pas de danse sexualisés ou des influenceurs en train d'exhiber leur corps. Ce culte de l'apparence a donc pour effet de distordre la perception de la beauté. Et surtout, le phénomène de mimétisme encourage les autres jeunes à effectuer les mêmes danses et à exhiber leur corps pour se sentir acceptés. Mais là où le bât blesse, c'est que près de 50% des utilisateurs de TikTok ont moins de 18 ans. Évidemment, cette hypersexualisation des enfants n'a pas attendu les réseaux sociaux, clairement pas. Nous pouvons identifier un moment dans notre histoire qui a clairement marqué une rupture entre la simple adolescence et l'âge adulte. C'est celui des années 60-70, où les mouvements de gauche, dont les féministes, faisaient la promotion de la libération sexuelle. C'est à ce moment précis qu'une première fracture s'est faite dans les repères liés à la sexualité. Cette déconstruction prend ses origines dans le marxisme, qui a pour ambition de détruire la cellule familiale dite traditionnelle. L'objectif étant de casser les codes établis pour promouvoir l'égalité à tout prix. Le mouvement hippie, Woodstock ou encore mai 68 se retrouvent à s'inscrire dans cette mouvance. C'est là que nous avons vu arriver la désacralisation du corps féminin. La femme, ainsi, a été exposée dans les médias comme un simple objet, le tout sous le couvert du progressisme. Le mariage, tout comme les idéaux de féminité traditionnels, ont été remis en question. L'intimité a ainsi été placée par exemple par l'affichage de soi et la société axée plutôt sur l'ego. Nous pouvons déjà retenir de cette première partie l'influence des mouvements anti-tradition qui ont indéniablement remodelé notre perception du corps et de l'intimité, et la transformation de la perception de la féminité, conduisant à la désacralisation du corps féminin. Ça en est suivi, dans les années 80-90, je dirais l'exploitation commerciale massive du corps humain. Si je vous évoque des femmes en maillot rouge courant le long d'une plage à la télé, vous pensez tout de suite à la série Alerte à Malibu. Ah, vous pouvez penser que j'exagère, mais pas du tout. Cela a eu un impact phénoménal sur la transformation des corps féminins. Beaucoup de femmes, à travers le monde, ont voulu remodeler leur physique par la chirurgie en voyant la plastique très avantageuse de Pamela Anderson. Pour preuve, le chirurgien plastique américain Leonard Grossman déclarait à cette époque: « Nous sommes bénis avec Alerte à Malibu. C'est la plus réjouissante forme de publicité. » Au début des années 90, la pose de prothèses mammaires a augmenté, écoutez bien, de 500% aux États-Unis selon la Société américaine de chirurgie plastique et esthétique. Le corps de la femme est donc devenu, avec les années, un outil marketing, que ce soit pour vous vendre des produits de beauté ou des contenus pour adultes. Et les frontières ne semblent plus avoir de limites puisque le corps des enfants, et là on y vient, est aussi exploité. Souvenez-vous, il y a 10 ans, dans cette campagne faite par Vogue, elle avait fait scandale car on y voyait une fillette mannequin de 10 ans, allongée et maquillée dans une posture lascive sur des coussins léopards et portant des chaussures à talons hauts provoquants. Côté réglementation, comment cette hypersexualisation a été perçue?
Eh bien en 2012, le rapport de l'ex-sénatrice Chantal Joanneau dénonçait une intrusion précoce de la sexualité entraînant des dégâts psychologiques irréversibles dans 80% des cas. Finalement, que pouvons-nous retenir de cette période? Eh bien, ce sont les impacts majeurs des médias dans la diffusion de l'idéologie du culte du corps et l'exploitation des codes érotiques par les acteurs du divertissement. Ok, et maintenant, que se passe-t-il dans notre présent là? Direction les salles de classe, où la sexualité est expliquée de plus en plus tôt, comme vous allez le voir, aux enfants. L'association SOS Éducation a d'ailleurs dénoncé les graves dérives du programme d'éducation à la sexualité pour les CM2. Selon elle, ce programme de sexualisation infantile causerait des perturbations de développement psycho-affectif de l'enfant. À première vue, elle semble avoir raison de s'inquiéter puisqu'en avril dernier, des élèves de CM2 ont reçu un cours de sexualité expliquant de manière détaillée des pratiques sexuelles diverses et variées que l'on peut expliquer plutôt à un âge bien plus avancé. La conséquence, je vous laisse la deviner. L'impact sur les enfants a été dévastateur sur le plan psychologique. Sidérés par ce qu'ils entendaient, les jeunes ont réagi par des pleurs, du dégoût, les mains sur les oreilles et pire, le refus de revenir en classe. Interrogée par Epoch Times, la psychologue clinicienne et docteure en psychopathologie Ariane Biléran nous explique en quoi ces événements sont traumatisants pour les enfants. On l'écoute. L'effraction traumatique sexuelle est la pire qui puisse être infligée à un enfant, le pire traumatisme, surtout quand c'est par personne ayant fonction d'autorité. Le simple fait de montrer des images à caractère sexuel à un enfant qui n'est pas du tout, par définition, en capacité de réceptionner ces représentations, crée du traumatisme. La conséquence du traumatisme, elle est la suivante. Ça va donner des adultes qui ont des addictions, en particulier des addictions à la sexualité, mais à la sexualité, notamment à la pornographie, etc. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment très épanoui. Ça va donner des adultes qui sont dans l'impulsivité, dans la violence, dans la délinquance, ou des adultes suicidaires et dépressifs. Mais ce n'est pas le seul cas où l'éducation sexuelle envers les enfants a été trop loin. Le ministère de la Santé a notamment promu diverses plateformes éducatives dont le but est de mettre à disposition des jeunes des contenus interactifs, ainsi que des outils d'aide à la gestion de sa santé sexuelle. L'un d'entre eux est le site On s'exprime. On y découvre des jeux de composition du plaisir qui invitent les jeunes à découvrir les gestes qui excitent, comme la masturbation et toutes sortes de pratiques sexuelles. Un autre site du ministère de l'Éducation propose des sextutos. Un tuto baptisé « Ça change quoi avec qui tu couches ?» incite les jeunes à essayer toutes les orientations sexuelles afin d'être sûrs de leur choix. Dans une tribune de l'Express, une cinquantaine de pédopsychiatres critiquent ces plateformes publiques, les accusant de violer l'intimité des enfants et de s'immiscer dans leur développement identitaire sans consulter les experts. Ce qui est mis à mal, selon eux, c'est l'autorité parentale. Ils associent même ces démarches à une incitation indirecte à la pornographie et aux normes de la sexualité adulte. Nos amis suisses ne sont pas en reste et montent d'un cran, vous allez voir. La brochure du nom de EU destinée à l'éducation sexuelle des élèves dès 12 ans fait actuellement l'objet d'une plainte pénale de la part de l'association Initiative de Protection. Cette brochure, rédigée par Santé Sexuelle Suisse, donne aux jeunes élèves des conseils sur l'utilisation des vibromasseurs, des plugs anneaux ou encore sur l'anulingus. Mais finalement, qui promeut ce type d'éducation? Vous allez être étonné. Est-ce que ce serait l'éducation nationale? Oui, plus ou moins. Est-ce que ce serait le planning familial? Oui aussi. Sauf qu'il y a un autre acteur beaucoup plus important. Je veux parler de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Dans un document appelé Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, elle encourage et promeut une éducation sexuelle de 0 à 15 ans. Et oui, vous avez bien entendu. Si vous pensez que j'exagère, je vous laisse voir par vous-même. Selon le document, l'adulte devrait informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation infantile précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales. Passons maintenant aux 4-6 ans.
L'adulte doit informer l'enfant sur le langage sexuel, les sensations liées à la sexualité, telles que la proximité, le plaisir et l'excitation, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines. Pour les autres catégories d'âge, je vous laisse imaginer que ça ne va pas en s'améliorant. Arrivé là, vous demandez peut-être comment l'OMS peut conseiller de pareils standards. Eh bien, un nom revient depuis plus de 70 ans. Il s'agit d'Alfred Kinsey, professeur en zoologie et entomologie, qui est l'étude des insectes. Mais dans les années 30, il commence à s'intéresser à la sexualité humaine, et c'est là que tout a dérapé. Après avoir violé des bébés et des enfants, il est arrivé à la conclusion qu'un être humain était sexué dès la naissance. Et c'est de ces travaux que s'est inspirée l'éducation sexuelle que nous connaissons aujourd'hui. Madame Biléran nous en dit plus à ce sujet. Alors en fait, toute l'éducation à la sexualité est née, tout le concept et même le terme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité est né dans cette officine Siecus du laboratoire de recherche financé par Rockefeller de Kinsey. Alors je vais prendre donc la définition de l'orgasme pour Kinsey. Un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour d'autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tend à l'approche de l'orgasme, pris de convulsions, souvent agité de violents mouvements des bras et des jambes et pleure parfois au moment de l'orgasme. Il a le regard vague, fixe et vide et est pris de spasmes soudains. Alors ce qui se passe, c'est que toute l'éducation sexuelle, déjà, comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, on n'éduque pas un enfant à la sexualité de toute façon parce que on n'éduque pas à une pulsion. Premièrement, l'éducation c'est fait pour réfréner les pulsions. Et deuxièmement, les enfants n'ont pas de sexualité. Donc cette idéologie d'attribuer une sexualité à l'enfant provient de l'Institut Kinsey, provient ensuite de Siecus, qui a inondé les États-Unis à travers différents programmes pédagogiques et une intrusion dans les écoles, et ensuite a inondé la planète entière à travers aujourd'hui l'OMS. Tous les pédopsychiatres s'accordent à le dire, et c'est ce qu'il faut retenir. L'hypersexualisation doit être considérée comme une entrave sérieuse au développement psycho-affectif de l'enfant. Et l'éducation sexuelle des enfants à l'école peut s'avérer être un véritable traumatisme sans contrôle extérieur. Et bien sûr, tout ceci a explosé avec la perte de contrôle du fait de l'Internet. Nous avons déjà parlé des réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout. Et oui, difficile de conserver son innocence quand à portée de clic, on peut plonger dans les affres obscures du numérique. Cette disponibilité de l'information réduit dangereusement la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Le phénomène de mimétisme associé à l'Internet crée un effet de domino. Les adultes déteignent sur les ados, qui eux-mêmes déteignent sur les enfants. Vous l'aurez compris, les adolescents, eux, sont influencés par les réseaux sociaux, sur les normes de beauté et de sensualité. Du coup, ils transmettent ces valeurs aux plus petits, créant ainsi une chaîne de transmission de l'hypersexualisation. Un autre élément plus inquiétant, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est la démocratisation des smartphones. Et oui, la jeunesse est connectée. Du coup, l'accès au contenu X est plus facile. Regardez bien ce sondage, Opinionway d'avril 2018. Il montrait que la quasi-totalité des jeunes ont été exposés à des images X avant 18 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, plus de la moitié des écoliers âgés de 7 à 14 ans possèdent un téléphone portable. Fait tout de même encourageant, même si les enfants sont exposés de plus en plus tôt vers des contenus inappropriés pour leur âge, ils semblent garder une certaine lucidité. Un rapport de l'Académie nationale de médecine montre que près de 80% des jeunes interrogés pensent que les films pornographiques sont une caricature de la normalité des corps et des comportements. Et pour autant, près d'un quart des jeunes déclarent que la pornographie a eu un impact négatif sur leur sexualité, en leur donnant des complexes, et 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans des vidéos pornographiques. De plus en plus de jeunes, femmes et parfois ados ouvrent des comptes sur des plateformes comme OnlyFans ou Mime. Une partie d'entre elles se mettent en scène dans des positions et des tenues plus qu'évocatrices. La pression exercée sur les adolescentes est omniprésente et toute cette exposition peut générer des abus avec des sollicitations comme l'envoi de photos de nus. Cela peut amener à une perte de confiance, des moqueries et du harcèlement.
Un chiffre confirme tout ça. 70% des jeunes se disent affectés négativement par les normes de beauté véhiculées sur les réseaux sociaux. Avant de conclure, je vous donne la réponse à la question posée en début d'émission sur l'âge auquel une fille est confrontée à des messages sexualisés. Alors, une idée? 15 ans? 13 ans? 11 ans? Eh bien, une étude menée par l'American Psychological Association a révélé que les filles commencent à être confrontées à ce genre de message dès l'âge de 6 ans. Stupéfiant, n'est-ce pas? Après avoir fait le tour de ce sujet épineux, quels sont les impacts de l'hypersexualisation chez les jeunes? Selon les experts, cette atteinte au psychisme de l'enfant peut provoquer une pression sociale et des normes corporelles irréalistes. Elles-mêmes vont accentuer la baisse de l'estime de soi et le développement de relations superficielles. Tout ceci nous amène à faire le constat préoccupant que nos jeunes subissent de manière croissante cette hypersexualisation. Que ce soit certains médias ou personnalités, tout semble fait pour divertir la construction de notre jeunesse. Ce mot divertir aujourd'hui prend tout son sens, puisqu'à l'origine, divertir signifie détourner. Alors notre société est-elle réellement en train de détourner une partie des générations futures en leur faisant perdre leurs repères? Certains ont pris à bras le corps ce cheval de bataille en mettant en place des cadres juridiques pour responsabiliser les internautes. D'autres créent des plateformes ludiques qui sont garanties sans contenu violent ou érotique comme le réseau social Gangjin World. Les parents, quant à eux, semblent aujourd'hui plus que jamais avoir un rôle majeur à jouer dans la protection de leurs enfants en les éloignant de cette illusion de liberté totale et d'affranchissement des valeurs morales. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.